Avant tout propos, je souhaite adresser au peuple congolais, à chacune et à chacun d'entre vous ici présents, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, mes vœux personnels ainsi que ceux de notre parti, les souverainistes. Je formule des vœux sincères et républicains afin que l'année 2025 soit pour vous, les journalistes, et pour le peuple congolais, une année de discernement, une année qui sera marquée par une prise de conscience des problèmes et des contraintes qui pèsent sur notre pays. Je n'oublie pas non plus le général Mokoko et le ministre André Okombi Salissa. Ces deux figures politiques qui, en raison de leur engagement en faveur de l'alternance, se trouvent privés de leur liberté. À vous, chers aînés, le général Mokoko et le ministre André Okombi Salissa, je vous adresse également mes vœux pour une nouvelle année empreinte d'espoir et de force. Sachez que vous avez mon soutien. Il vous accompagne dans cette rude épreuve. Sachez également que je reste fermement engagé à continuer le combat pour lequel chacun de vous a fait don de soi. Mes chers compatriotes, la situation à l'est de la RDC est alarmante et requiert notre attention immédiate. Les répercussions de ce conflit ne se limitent pas à cette région. Comme en témoigne le récent incendie à Kinshasa, de notre ambassade et celle de la France, un événement grave qui souligne l'impact direct du conflit sur la sécurité de nos institutions et de nos citoyens à Kinshasa. Par ailleurs, j'appelle la RDC et le Rwanda à rétablir le dialogue, à privilégier la solution de la diplomatie pour mettre fin à la violence et instaurer un climat de sérénité et de coopération entre les deux nations. Mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, l'année 2025 est une année déterminante, dans ce sens qu'elle prépare la prochaine élection présidentielle prévue en 2026. Elle est une année spéciale parce que la somme des chiffres qui la constituent, à savoir 2, 0, 2, 5, donne le chiffre 9. Un chiffre particulièrement riche sur le plan symbolique. Étant le dernier des chiffres de la suite décimale,
il symbolise l'achèvement. Et en tant que chrétien, je peux affirmer que 2025 incarne la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. Car les turbulences que connaît le régime actuel indiquent la fin d'un modèle politique et appellent à l'émergence d'un nouveau mode de gouvernance nationale. Elle constitue de manière plus radicale la preuve que nous sommes à une fin de cycle qui a commencé dans les années 60, qui a duré plus de 60 ans. Cette fin de cycle est prélude à un nouveau départ. Mes chers compatriotes, notre pays se trouve actuellement confronté à la crise morale, politique, économique, financière et sociale la plus aiguë de son histoire. Malgré ses nombreuses potentialités en ressources naturelles et humaines et ses atouts manifestement supérieurs à ceux de nombreux autres pays africains en développement, notre société se trouve au bord d'une implosion. La vérité, c'est que notre pays est à l'arrêt. Il est bloqué. Une situation qui résulte de l'impuissance politique d'un seul individu, à savoir le président Denis Sassou Nguesso. Cela devient intolérable. À cause de l'absence d'une stratégie à long terme qui aurait pu poser les fondements d'une société moderne et performante, la République s'est délitée et le vivre ensemble s'est étoilé sous le rouleau compresseur d'une gouvernance médiocre et hasardeuse qui a pris le pays en otage depuis plusieurs décennies. Une gouvernance inapte à satisfaire les besoins fondamentaux garantissant le bien-être et la dignité des Congolais. Une gouvernance à vue qui s'est traduite par une totale absence de politique sociale et qui a conduit à l'émergence d'une société où sévit la personnalisation du pouvoir et ses conséquences négatives, à savoir la corruption, le clientélisme, le népotisme et l'utilisation de l'appareil d'État comme moyen d'enrichissement et d'autopromotion des gouvernants. Une gouvernance qui n'a produit que déception et désillusion pour notre peuple et qui a fait de la devise de la République unité, travail, progrès, une lumière éteinte. Un idéal auquel plus personne ne croit. Parce que les promesses répétées de M. Denis Sassou Nguesso d'une république moderne, stable, prospère
et respectueuse des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne se sont pas réalisées. Un échec qui est à la hauteur de notre désenchantement. Mes chers compatriotes, dans son livre « Discours à la jeunesse », publié en 1903, Jean Jaurès disait, je cite, « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Ce n'est pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe. » Fin de citation. Notre mission, en tant que parti de l'opposition, débute par ce courage. Le courage de dire la vérité et le courage de dénoncer les dérives du régime de Brazzaville. Il est de notre devoir de sensibiliser, de porter à l'attention des Congolais la situation actuelle de leur pays, car il est de leur droit d'être informés du bilan que le président Sassou s'apprête à nous laisser, alors qu'il ne lui reste que 14 mois avant de quitter définitivement le pouvoir. Cela ne constitue pas seulement un souhait, mais une prière que nous, peuple congolais, adressons avec ferveur à nos ancêtres et à Dieu, le Créateur de l'univers. Chers compatriotes, cela fait maintenant 22 ans que le président Sassou règne sur le Congo, suite à de multiples élections. Je souligne qu'il règne, car il est manifeste qu'il ne dirige pas. C'est sous le règne de Denis Sassou Nguesso que les Congolais vivent des frustrations concernant l'accès aux services essentiels tels que l'école, la santé, l'eau, l'électricité, le carburant, les opportunités d'emploi pour les jeunes et la sécurité sous toutes ses dimensions. Ces problèmes non résolus par le président de la République suscitent des vives inquiétudes et des interrogations persistantes sur ce que le président fait de notre argent. La réalité congolaise aujourd'hui est une situation pitoyable, mais elle n'est pas tombée du ciel. Elle est le résultat des décisions politiques prises par le président Denis Sassou Nguesso depuis plus de 40 ans de gestion. Le seul qui a réussi dans l'histoire politique du Congo à désespérer toute la population congolaise par sa soif de pouvoir et son incapacité politique à moderniser le pays. Le président Sassou a déçu tout le monde. La jeunesse, les étudiants, les personnes âgées, les personnes vivant avec handicap, les fonctionnaires, les retraités, les médecins, les enseignants, les magistrats, les militaires, les diplomates, les organisations de la société civile, ainsi que les représentants des groupes religieux et les politiques.
les journalistes et artistes ne sont pas épargnés non plus. Il me semble opportun de souligner qu'à la tête de notre pays, nous n'avons plus un président de la République, mais nous avons un président de la provocation sociale, l'empereur du désespoir. Mes chers compatriotes, ces derniers jours, l'empereur du désespoir est sévèrement critiqué dans les stations-service par les chauffeurs de taxis et bus, ainsi que par les citoyens congolais aux arrêts de bus qui sont contraints de débourser des sommes importantes pour leurs déplacements quotidiens. Il est évident que les Congolais sont fatigués. Le peuple tout entier souhaite une seule chose: son départ. C'est la raison pour laquelle, en ce jour, à l'occasion de cette conférence de presse, je procède à l'évaluation de son bilan. Car en démocratie, il est essentiel de faire le bilan et de rendre compte des mandats que le peuple vous a confiés, ainsi que ceux que vous lui avez usurpés. Cet exercice est non seulement sain, mais également indispensable. Il constitue le fondement de la crédibilité et permet au peuple d'apprécier le respect de la parole donnée. Mesdames et messieurs les journalistes, je vais procéder de manière assez simple parce que nous avons un président qui règne. Comme je l'ai dit, il ne dirige pas. Mais il est arrivé au pouvoir par plusieurs manières. Nous allons nous atteler simplement de la période où il est arrivé au pouvoir par les urnes. La première fois que notre président est élu, c'était en 2002. Et en 2002, le président Denis Sassou Nguesso a présenté un projet de société intitulé La Nouvelle Espérance. Je crois que c'est ce projet. Je voudrais avec vous qu'on arrive à comprendre ce qui s'est passé de 2002 jusqu'à maintenant, puisqu'il est question de faire son bilan, ce qui est tout à fait normal. Mais vous le savez, lorsqu'on devient président, par les urnes, il y a un premier acte que chaque président doit poser. Je vais vous faire part de ce que le président Denis Sassou Nguesso a dit en 2002. Et par la suite, nous allons ensemble examiner si le respect de la parole donnée a été observé.
Voilà le premier acte que le président Denis Sassou Nguesso a posé en tant que président élu. Vous vous en doutez bien, c'est son serment. Lors de la prestation du serment, le 14 juin 2002, le président Denis Sassou Nguesso déclarait ceci: « Devant la nation et le peuple congolais, seul détenteur de la souveraineté, moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement ». Je veux qu'on revienne sur les mots, parce qu'il doit s'en souvenir. L'acte n'est pas simple. On parle d'un serment. Le président jure solennellement de respecter et de défendre la Constitution et la forme républicaine de l'État. De remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées, de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, de protéger et respecter le bien public, de consacrer l'intégralité des ressources naturelles au développement de la nation. Je répète ici. Il a dit qu'il jure solennellement de consacrer l'intégralité des ressources naturelles au développement de la nation, de garantir la paix et la justice à tous, de préserver l'unité nationale et l'intégrité du territoire, la souveraineté et l'indépendance nationale. Vous avez entendu, pour certains, c'est sûrement une première fois, mais pour d'autres, les doyens qui sont là, ont un souvenir. Sûrement, ils ont encore le souvenir de comment ce discours était apprécié. Je me pose simplement la question, parce qu'il est question de faire le bilan. Je ne rentrerai pas dans d'autres domaines. Je ne rentrerai pas dans l'économie, dans la justice, dans la démocratie, dans la santé, sans pour autant commencer par le serment. Parce qu'il y a quelque chose d'essentiel lorsqu'on parle de serment. Et il ne le fait pas devant n'importe qui. Il le fait devant les magistrats de notre pays. Il le fait devant les représentants du peuple. Il le fait également devant les représentants des autres pays. Alors je me pose la question, comment un homme président de la République n'est pas capable de respecter sa parole donnée? Comment le président Sassou oublie le serment qu'il a lui-même prononcé? Ce n'est que le premier, parce qu'il en a prononcé 4 serments. Le premier, c'est avec son mandat de 2002
jusqu'en 2009, parce que c'était un septennat. Et là encore, c'est lui qui avait choisi. C'est son œuvre. Il avait choisi que après la guerre, il fallait une transition. Après la transition, on change la constitution et on doit avoir un mandat de 7 ans. De 2009 à 2016, il prononce le même discours. Il prête serment à 2 reprises. De 2016, vous savez ce qui s'est passé parce qu'il y a eu le changement de la Constitution en 2015. Là encore, toujours le président de la République qui nous a trouvé d'autres analyses pour accompagner le changement de la Constitution. Et vous savez très bien ce que le peuple congolais a vécu en 2015. Et là, il a décidé, dans la nouvelle Constitution de 2015, qu'il faut revenir à un mandat de 5 ans, donc le quinquennat. Et cette fois-ci, il faut que celui qui aura le mandat puisse avoir la possibilité d'être réélu 2 fois de plus. C'est-à-dire que si vous êtes élu en 2015, vous pouvez faire 3 mandats, 15 ans. On va développer tout à l'heure. Et en 2016, un autre serment a été prononcé par le président de la République. En 2021, un autre serment. Mais je me pose la question. Si le serment de 2002 a été solennel, parce qu'il a juré en disant de respecter et de défendre la Constitution. Je parle de bilan, mais je vais commencer par le bilan du verbe, le bilan de la parole. Parce que n'attendez pas, ou peut-être vous êtes étonné, que dans ces promesses qui ne réalisent pas. Mais la première des promesses que le président Denis Sassou Nguesso a faites, c'est la prestation de serment qu'il n'a pas respectée. Parce qu'il dit qu'il doit défendre, respecter et défendre la Constitution. Et en 2015, il change la Constitution. C'est-à-dire que la première phrase même sur le respect de ce qui est sacré n'a pas été respectée. Bon, quand quelqu'un ne respecte pas sa parole, alors que on ne parle pas de sa parole vis-à-vis de ses parents, mais cette parole qui a été donnée, une sorte de garantie, parce que dans le serment, il y a le droit et l'éthique. C'est un engagement. Mais cet engagement a été bafoué. Par qui? Le peuple? Non. Par lui-même. Et aujourd'hui, je peux dire que le président a violé le serment. Et je vais vous démontrer, en allant dans d'autres domaines, que nous aurons un bilan du président qui sera un bilan violent, un bilan tenté de violence. Parce qu'il n'est question que de violence avec le président Denis Sassou Nguesso. Sous toutes ses formes. Je vais vous faire la démonstration. Le président, il dit dans son discours
Ici, c'est le discours d'investiture. En rappelant les faits de 97, il dit, mes chers compatriotes, pendant une décennie, nous avons souffert dans notre chair et dans notre âme d'une instabilité politique, institutionnelle, sociale, d'une régression économique, d'une désagrégation du tissu social, d'une aggravation de la pauvreté, d'une précarité sociale accentuée par la quasi-faillite des finances publiques. Et il dit, j'entends les combattre avec la dernière énergie, ces travers, afin que s'instaure définitivement une gestion saine et transparente de la chose publique, gage d'une véritable justice sociale. Voilà un discours. On est passé du serment, on est à un discours. Et je pars du principe que la parole présidentielle incarne l'image d'un pays. Que la parole présidentielle, ce n'est pas une parole vaine. La parole présidentielle incarne et le pays et le président. La question que je voudrais poser à tous les Congolais qui nous suivent, puisque le président lui-même, il a dit qu'il va combattre les régressions économiques, la désagrégation du tissu social, la précarité sociale et la quasi-faillite des finances publiques. Posons-nous la question, est-ce que ce que le président disait en 2002 n'est pas une réalité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, 22 ans après? Est-ce que de 2002 jusqu'à aujourd'hui, nous avons changé de président? Nous n'avons pas changé de président. Ce qui aujourd'hui nous pousse à dire que le président ne travaille pas assez pour le Congo. Il n'a pas le respect de sa propre parole. Et c'est le même président qui dit, on est en 2003, qu'un État placé dans un contexte d'une impunité généralisée est destiné au rôle d'une vache à lait. L'impunité multiplie et aggrave les déviances sociales, comme le moineau qui, s'il n'est pas chassé, va alerter ses semblables pour picoter les grains de la paysanne. L'impunité, si elle n'est pas stoppée, engraisse et grossit les rangs des fossoyeurs des intérêts de l'État. Deuxième année de son mandat, deuxième année du septennat. Monsieur Sassou, avec tout le respect que je le dois, je ne suis pas ici pour lui manquer du respect. Mais je parle de la fonction qu'il occupe. Parce que c'est le président de la République.
Les autres peuvent le voir comme père. Je peux le voir comme père aussi, mais je le vois tout d'abord comme le président. Et il est question aujourd'hui que certaines personnes lui disent la vérité. Lorsqu'il dénonce, avec des exemples qu'il prend de Moineau, parce que c'est dans ses habitudes, en parlant de l'impunité, en parlant des grains de la paysanne qui sera picotée par le moineau parce qu'il y a une impunité, vous ne pensez pas que nous sommes en train de vivre les mêmes choses aujourd'hui? Qu'il y a des moineaux qui sont en train de picorer des grains du peuple? Il est où? Pourquoi cette parole n'est pas incarnée? Pourquoi le président ne réagit pas? Parce que l'impunité aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui va étonner les Congolais. Il y a l'impunité partout. Je vais aller peut-être plus rapidement pour que vous puissiez comprendre rapidement. Le président a tenu un discours pour dire aux jeunes que non, les bourses, je viens de me rendre compte que ce n'est pas un budget de 9 milliards, c'est un budget de 3 milliards. Bon, il faut quand même qu'on se le dise. Les étudiants ne se sont pas organisés pour aller voir le président pour lui dire « Ah, monsieur le président, on a besoin que tu puisses regarder un peu notre situation. Est-ce qu'il y a l'argent ou il n'y a pas l'argent? Est-ce qu'on vole ou on vole pas ?» C'est lui-même qui dit ça. Mais lorsque le président dit, là encore, ce n'est pas la parole des ministres, c'est la parole du président. Lorsqu'il dit que il y a un détournement de 6 milliards, des bourses, attention, les étudiants n'ont pas autre chose. Ils ont que la bourse. Et je connais beaucoup d'étudiants qui ont arrêté les études à cause de cette histoire de bourse. Beaucoup de nos jeunes filles sont aujourd'hui dans des situations compliquées. Par respect, je ne dirais pas la prostitution. Mais c'est en réalité ça. À cause de cette histoire de bourse. Et nous avons un président qui vient dire aux jeunes, j'ai découvert que il y a un détournement de 6 milliards. Et puis il disparaît. Mais est-ce que les étudiants ont dit au président Sassou qu'ils avaient besoin de cette information? Non. Est-ce que les étudiants ont dit au président que donne-nous une information concernant l'argent? Alors pourquoi le chef de l'État, le président d'un pays, c'est pour cela que je dis que le président règne, il ne dirige pas. En tant que président, tu ne peux pas venir annoncer une chose pareille aux jeunes qui souffrent. Les étudiants, je crois qu'ils sont à 18. Non, combien de mois d'impayés là? Bon, c'est plusieurs années. Ça doit faire 81 mois, je crois. Le président vient dire à ce jeune qu'il qualifie lui-même de l'avenir du pays pour dire que, tiens, on vole votre argent. Mais à la fin, on fait absolument rien. Prenez l'information et puis c'est tout. La vie continue. Et bongate, toujours au bosso. Non. Et là,
dans son discours de 2003, il était en train de condamner l'impunité. Alors dites-moi, si celui qui a volé l'argent des jeunes n'est pas inquiété, vous êtes sûr que celui qui a volé l'argent, je veux dire par exemple de la culture, celui qui a volé l'argent des journalistes, parce que les journalistes ne sont pas plus nombreux que les étudiants, vous croyez vraiment que celui-là va être inquiété? Mais si celui qui a volé l'argent est protégé par le président, ça veut dire que c'est une écurie. Donc, nous sommes dirigés par des gens qui volent l'argent, qui posent des actes qui sont en réalité des actes de violence. C'est pour cela que je vous ai dit que je vais démontrer que le bilan du président, ce n'est que de la violence. Parce que c'est violent, on ne peut pas faire ça aux étudiants. C'est très violent. Bon, alors que les autres pays qui n'ont pas ce que nous avons, qui n'ont pas le pétrole, qui n'ont pas les richesses que nous avons, s'arrangent à ce que la jeunesse de leur pays avance. Et comme ça, vous voulez, et je ne comprends pas un certain nombre de jeunes aussi, j'aime la jeunesse, j'aime les étudiants, mais je ne peux pas comprendre que des jeunes se lèvent pour aller applaudir le chef de l'État ou l'accompagner, alors que sa parole n'est pas respectée. Moi, j'attends que le président manifeste son amour vis-à-vis de ces étudiants-là, vis-à-vis de ces jeunes, en faisant une seule chose. Et je donne au président une semaine. Ah oui, je lui donne une semaine. Pour qu'il nous montre qu'il est en harmonie avec sa propre parole. Et que les gens qui ont volé l'argent des étudiants soient traduits à la justice. C'est la seule manière de réparer cette violence. Je vais laisser son discours à côté, parce qu'il il a dit beaucoup de choses ici. Alors, je vais peut-être prendre ce dernier. Le président de la République nous parle de la modernisation du pays. Le président, il dit ceci, ça c'est en 2009, donc fin de son mandat, dans le premier septennat. Moderniser le Congo, c'est faire admettre et adopter par les Congolais des comportements plaçant le travail au cœur des priorités collectives et individuelles. Des comportements articulant liberté et responsabilité. Privés et solidaires, des comportements de bon esprit civique et patriotique, d'acceptation de l'autorité impartiale de l'État et de lutte contre l'injustice, l'arbitraire et autres favoritismes. Je rappelle encore au président que je suis en train de faire son bilan. Ce n'est pas le bilan d'un autre homme. C'est le bilan du président. Je ne vais pas chercher des choses ailleurs. Sur le cas des étudiants, s'il ne le fait pas, c'est que c'est lui qui est en train de favoriser ce qu'il est en train de dénoncer. S'il ne le fait pas, c'est toujours lui qui est en train de créer les conditions d'injustice. Comme je vous avais dit, c'est une violence vis-à-vis des étudiants qu'il faut réparer.
Et ce qui n'est pas réparé reste injuste. Le président parle très souvent du civisme. Je suis toujours dans le cadre jeune parce que j'ai voulu commencer là. Récemment, dans son discours, je crois c'était de 2024, il avait pris le plaisir de nous rappeler, les Congolais, et de rappeler aux jeunes leurs responsabilités. Il a considéré qu'il y avait l'incivisme dans le pays et que les jeunes étaient responsables. Voilà un président, je ne sais pas par quel moyen, parce que lui, il ne sort pas, hein. On ne le voit pas avec le peuple. Enfin, on le voit, mais quand il est question d'aller fêter, c'est à ce moment-là qu'on le voit avec, pas le peuple, mais la famille. Lorsqu'il dit que les jeunes sont responsables des actes d'incivisme, je suis étonné qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Je suis étonné. Parce que il n'y a pas un acte d'incivisme qui peut être posé sans pour autant qu'il y ait quelque chose, c'est-à-dire une raison qui pousse un jeune comme un vieux de poser cet acte-là. Et donc, les jeunes sont responsables. Et là, il accuse les parents de ces jeunes-là. Je suis bien d'accord que les parents ont la responsabilité, ont l'autorité vis-à-vis de leurs enfants. Mais ici, là, nous sommes tous des parents. Nous avons des enfants. Qu'est-ce qui peut être l'échange? Qu'est-ce qui peut être l'acte que le parent peut poser pour que son autorité ne soit pas sapée? Qu'est-ce que un père, une mère peut faire tous les jours à son enfant pour que l'autorité son autorité ne soit pas sapée par l'enfant? C'est de subvenir à ses besoins. On n'est pas d'accord? Parce que si un parent n'est pas en capacité de subvenir aux besoins de son enfant, l'autorité parentale commence à être pas respectée. Mais si les parents sont responsables de leurs enfants, mais ces parents-là, ce sont nos papas, nos mamans qui sont retraités. Ces parents-là sont des Congolais qui n'ont pas de travail. Ces parents-là sont ceux qui sont dans des mairies qui ne perçoivent plus leur salaire. Ces parents, c'est des gens qui travaillent dans les sociétés, par exemple STPU, Eker qui a fermé, un peu partout, dans les hôpitaux, à l'université. Les parents sont partout, dans tous les secteurs. Et si le parent ne reçoit pas son argent, comment le président veut que ce parent-là puisse être responsable de son enfant? En termes d'encadrement, comment il paye l'école de son enfant? Comment il achète à son enfant un téléphone? C'est pour cela que le phénomène bébé noir, Kuluna, prend de l'ampleur. Parce que les parents n'ont pas ces moyens pour faire asseoir leur autorité. Alors, je veux bien que le président condamne les parents, condamne les jeunes. Mais si les parents sont les responsables de leurs enfants, qui est le responsable des parents? Non, il faut qu'on arrive à comprendre les choses parce que il faut qu'on dise les vérités. Avec l'espoir que ça peut changer. Il a encore peut-être une année.
si pendant les 1 année, il s'arrange à payer les parents, il peut créer des conditions assez acceptables pour les parents et les enfants pendant 1 année. Ce n'est pas impossible. Le responsable des parents, ceux qui travaillent, c'est l'État. Et qui aujourd'hui incarne l'État? C'est le président. C'est le gouvernement. Donc, je demande au président de ne pas inverser les choses. Parce que là, il veut inverser la pyramide de la responsabilité. La responsabilité, c'est d'abord l'État. Ce pays où il est le président, où il est en train de gérer comme il veut. Donc, si l'État commence à être responsable vis-à-vis des parents qui travaillent, les parents à leur tour, vont faire le travail de parents vis-à-vis de leurs enfants. Vous avez déjà vu, il y en a peut-être, mais pas beaucoup, un parent qui gagne normalement son argent, qui ne va pas s'occuper de son enfant. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, si on est dans un pays où on crée des conditions pour que tout le monde travaille, parce que ce n'est pas impossible dans notre pays. Ce n'est pas impossible de donner du travail aux Congolais, c'est pas impossible. On est, ils disent 6 millions 100, ça c'est eux. On sait pourquoi ils ont dit 6 millions 100. Mais on sait que au Congo, il n'y a pas 6 millions 100 Congolais. Ça encore, on va arriver, c'est pour des raisons électorales qu'on a déjà balancé ça comme ça, avec le recensement général de la population de l'habitat. On n'est pas 6 millions. On ne peut pas être 6 millions. Même si on était 6 millions, avec ce que nous avons, normalement, les Congolais devaient travailler. Mais à la place de donner du travail aux jeunes, bon, je ne sais pas pourquoi est-ce que le président pense que jeune égale l'armée. Je ne sais pas qui lui a dit ça. Si à leur époque, jeunesse était égale à l'armée, aujourd'hui, jeunesse égale liberté. Jeunesse égale liberté, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à vivre dans un pays où chacun est libre. Chacun peut faire son choix, travailler dans le domaine où il veut. Vous ne pouvez pas avoir des universités. Ça, c'est un exemple. Hein. Moi, j'ai un ami avec qui on était à l'université. On a fait la première année, la deuxième année, la troisième année ensemble. Un bon économiste, un très bon économiste. Il est dans l'armée en ce moment. Non, je vous dis, il est dans l'armée en ce moment. Ils sont nombreux. C'est pas parce que depuis son enfance, il voulait être militaire. Parce que la crise est tellement mortifère qu'il n'avait pas d'autre choix. Et à chaque fois quand je le vois, je lui dis, mais tu fais de l'économie là-bas? Il dit, ah, Dave, laisse-moi. Ah, c'est à cause de vous les politiques, non? Toi, tu crois que moi, je suis à l'aise là-bas? Même quand je porte la tenue, je me pose la question, donc je suis allé à l'école pour porter la tenue militaire? Mais il y a des gens qui veulent être des militaires. Oui, il faut qu'on crée des conditions dans notre pays pour que chaque jeune, je dis bien chaque jeune, puisse travailler dans le domaine où il voudra. Mais avec le président Sassou, si vous vérifiez bien, vous allez voir que la majorité de nos jeunes sont des militaires. Et on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas ce qu'il nous a promis. Il nous promet l'emploi. Mais souvenez-vous,
Souvenez-vous, peut-être pour que vous puissiez comprendre l'importance de ce que je dis. Est-ce que le drame de Ornano vous rappelle quelque chose? Voilà. C'est sous le règne de Sassou Nguesso où nous avons vécu une situation aussi grave. Je parle d'abord des jeunes. Aussi grave. Où les jeunes vont aller mourir parce qu'ils avaient simplement un idéal, trouver un travail. Vous êtes sûr que tous ces jeunes qui sont allés là-bas, c'est parce qu'ils voulaient être des militaires? Non. Mais parce qu'il n'y a pas d'opportunité d'emploi. Il n'y en a pas d'autres. Et à chaque fois qu'on dit recrutement, ils sont là. Mais ce n'est pas dans le projet du président. C'est parce qu'il a promis aux jeunes. Je vais retrouver le texte. Je vais retrouver le texte pour vous dire ce qu'il a dit. Mais encore quelque chose d'incompréhensible. Il y a des jeunes qui ont passé le concours de la police de la gendarmerie, je crois que c'était en 2022, 2023. Alors, vous décidez, l'État décide que non, on doit recruter par concours. Chacun des parents s'est démêlé à trouver quelque chose parce que c'est pas gratuit. Pour payer les frais, pour faire la paperasse. Le jeune va faire son concours et il doit attendre une année pour qu'on affiche des résultats. Mais c'est ce qui s'est passé, non? Mais dans quel pays au monde, vous avez vu des choses comme ça? Comment vous pouvez garder quelqu'un qui a passé un concours pendant une année à la maison? Il doit attendre. Et lorsque vous affichez les résultats, ils doivent encore attendre pour aller en formation. Mais est-ce que on dirige un pays comme ça? C'est une autre forme de violence. Parce que ce jeune qui est à la maison, qui se dit, j'ai fait le concours, il a peut-être envie de voyager. J'en ai vu. Qui, au lieu d'aller au village, il s'est dit, non, moi j'ai fait le concours, je dois attendre. Et il peut pas aller chercher la vie à côté parce que son espoir est basé là. Et ceux qui n'ont pas eu, alors, ils ont attendu pendant une année. Voilà la souffrance que le président Sassou inflige à la jeunesse congolaise. Et nous ne voulons plus que des choses comme ça se répètent. Mais attention, je vous parle de violence. Je vais peut-être laisser les jeunes parce qu'ils ont déjà compris. On a plein de choses à dire. Quand le président, il vient, il dit aux jeunes, 2024, c'est votre année. Mais attendez. 2024, année de la jeunesse. Si j'étais à côté pour conseiller le président, je lui dirais simplement, change celui qui te crie les discours. Non, sincèrement. Parce qu'il nous pousse à imaginer beaucoup de choses. Comment un président de la République va aller déclarer à une jeunesse qui vit difficilement, alors que quelques mois avant, il y a eu des morts. Le président va déclarer que non, 2024, c'est l'année de la jeunesse. Et il va dormir. Le gouvernement ne fait rien. Non, permettez-moi, le gouvernement ne fait rien. C'est à la fin que nous avons vu Thierry Munga, la pauvre de lui, qui est obligé de rafistoler les choses.
Venir, il était même, moi j'étais en France quand je le suivais, je sentais qu'il était embêté parce que on comprend le langage non verbal. Il était embêté. Et sûrement il se posait des questions, mais si on me titille encore ici, je fais comment? Et qui a trouvé des formules pour dire non, non, on va allonger l'année de la jeunesse. Mais ça se fait où ça? Ça se fait dans quel pays? Et ils étaient où pendant toute l'année? Le jour où nous serons aux affaires, nous allons faire différemment. Nous allons promettre que des choses que nous serons capables de faire. C'est pour cela, je dis, si c'est pas lui, c'est celui qui a écrit le discours. Oui, mais si c'est pas lui, lui il est venu lire. Après, attention, le président il est vieux maintenant. Ah, je suis pas en train de le critiquer ou de le traiter de vieux. Son âge explique qu'il est vieux. C'est simplement une vérité. Donc, il y a des choses, ça peut lui échapper. C'est pour cela qu'il a des collaborateurs. Je vais un peu le dédouaner. Parce que je peux penser qu'il ne fait que lire. Ou il n'a pas le temps de lire avant. Moi, les discours, ça arrive que je l'écrive seul. J'évite. Ça arrive, même si quelqu'un écrit un discours, il faut que j'ai le. Et la majorité de temps, j'aime écrire ça seul parce que je sais ce que je vais lire. Mais on ne peut pas dire à une jeunesse qui souffre, qui n'a pas de boulot, qui sont maintenant dans l'insécurité, que l'année 2024 va être votre année. Et on va créer 100 000 emplois. Attends, moi, il y a pas de même moi, toujours dans le rafistolage. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà le bilan. On va continuer. Voilà le bilan avec le président. Donc, ce qu'on sait faire, lorsqu'on promet, on réalise avec les jeunes, c'est venez dans des meetings, vous aurez 2000. Ils vont donner les 2000. Ça, ils rallongent pas. Ils vont pas dire non, c'est dans 6 mois qu'on va vous payer les 2000. Non, ils donnent tout de suite. Quand le président doit se déplacer, il faut qu'on amasse des gens à côté pour montrer qu'il est encore populaire, mais on connaît les manœuvres. On connaît les manœuvres. C'est lorsqu'il faut aller planter des arbres. À ce moment-là, si on mobilise les jeunes, on leur donne des 2000. Mais ne ridiculisez pas les jeunes. Le discours a été solennel, où on parle de la jeunesse. 2024, c'est votre année. Et à la fin, il n'y a rien. On comprend qu'il y a une sorte de banalisation de la parole présidentielle. Maintenant, il y a des gens qui meurent tous les jours. Des fois à cause d'un petit 500 ou 1000 francs pour acheter un médicament. Nos parents, les retraités. Alors, comment on peut traiter à ce niveau? Je suis encore sur les violences. Comment on peut être aussi violent avec des gens qui ont servi? Tous ceux qui travaillent ont peur d'aller à la retraite. Parce que ceux qui sont à la retraite ont eux-mêmes peur de continuer de vivre comme ça. C'est ici au Congo qu'on a peur d'aller à la retraite. C'est ici on a peur d'aller à la retraite. Mais ailleurs, moi j'ai visité des pays où celui qui part à la retraite organise une fête. Je vous dis.
Je vous dis, ce n'est pas des choses que j'invente, j'ai participé à des fêtes des personnes qui sont allées à la retraite. J'ai vu des collègues de travail aller à la retraite. Parce que j'ai travaillé très longtemps en France. J'ai vu des gens aller à la retraite et organiser des fêtes. On s'est retrouvés et puis il dit, je suis libre. Il n'a pas peur. Parce qu'il sera payé. Mais là encore, pourquoi nos parents retraités doivent payer ce prix fort? Combien sont morts aujourd'hui? Est-ce que dans ce pays, est-ce que ce gouvernement peut répertorier le nombre des retraités décédés sans avoir touché leur pension? Non, mais c'est sérieux. Je ne veux pas faire comme les autres. Je veux dire la vérité. Est-ce que le gouvernement peut faire ça? On peut avoir des statistiques des personnes qui sont décédées alors que tous les jours, nos parents là étaient en train de faire des allers-retours pour aller chercher les préavis, toute la paperasse qu'il faut faire. C'est pas possible. On peut pas continuer de vivre dans un pays comme ça. Et toujours dans les mauvaises manigances, au lieu de régler le problème, vous empirez le problème. Vous rallongez l'âge. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Et ceux qui sont en train de travailler, ils sont obligés d'accepter. C'est vraiment malgré eux. Ils préfèrent encore continuer à travailler avec plus d'énergie, gagner le salaire qui va tomber sûrement, que d'aller à la retraite. Mais vous tuez les gens. Et là, ce qu'ils ont fait, ils vont affaiblir encore de plus belle ceux qui sont déjà fatigués. Et puis, les opportunités de travail qui devaient s'ouvrir pour les jeunes, c'est fermé. On n'a rien réglé. Je demande qu'on change, qu'on règle les problèmes des retraités. Ils sont tout le temps malades et à leur niveau, très souvent on tombe malade. Quand on voit l'âge, quelqu'un qui a 70 ans, quelqu'un qui a 75, il peut facilement tomber malade. Mais quand il tombe malade, il n'a pas l'argent. Parce que sa pension ne passe pas. La CREF doit, je crois, 3 mois pour 2024. Il y a aussi les arriérés de pension de 2011 à 2021. Payer les droits des gens. Comment on peut avoir dans un pays qu'on pense qu'on n'a pas l'argent, attention, ça aussi, on arrive, on n'a pas l'argent, alors que dans les maisons de dignitaires, il y a des milliards. Donc, les citoyens ont plus d'argent que l'État, dans le même État. Oui. Comment voulez-vous qu'on avance? Comment voulez-vous qu'on se taise face à ce genre d'injustice? Celui qui a servi l'État, qui a donné des années, et même le salaire que vous lui avez versé chaque fin du mois, il n'a pas pu peut-être construire une maison, ou difficilement. Mais à la fin, il veut quand même survivre avec le peu que vous allez lui donner. Non, vous ne donnez pas. Est-ce que ça, c'est pas une forme de violence? Et comment voulez-vous qu'une société avance si, de temps en temps, ceux qui sont en train de diriger le pays montrent cette violence vis-à-vis des populations? On ne peut pas continuer comme ça. Je demande au président Sassou
Je demande au président Sassou de penser à tout ce qu'il a déjà dit. Si quelqu'un peut lui lire ses discours à côté, qu'il écoute quand même. Parce que je ne pense pas qu'il a encore le temps de lire ses discours. Mais il peut embaucher quelqu'un, il peut prendre une journée, lis-moi mes discours, tout ce que j'ai déjà dit. Lis-moi ça, je veux entendre ça. Mafoula a dit, il faut que j'entende encore mes discours. Mais c'est pas normal. Bon, si on rentre un peu dans le cadre légal, la Constitution confère au président ses pouvoirs. Il y a aussi le gouvernement qui a son pouvoir. Donc, peut-être il va dire, c'est pas moi, c'est Collinet et ses ministres. Mais attendez, pourquoi on ne change pas ces mêmes personnes? Qui doit changer ces mêmes personnes-là? Quand ça ne marche pas, on fait quoi? Même dans une maison, un parent qui éprouve de l'amour pour son enfant, quand l'enfant ne se comporte pas bien, il y a une punition. Maintenant, au niveau de l'État, il y a l'impunité. Et le président nous a habitués avec les mêmes visages. Pour lui, c'est on ne change pas l'équipe qui perd. Vous voyez comment est-ce que les choses sont inversées. Une équipe qui perd, on ne la change pas. J'ai été secoué, qu'il me pardonne. C'est mon ancien professeur, monsieur Rigobert Mabundu. Il m'a enseigné l'histoire de la pensée économique ici, en 3e année de l'université. Permettez-moi, je vais peut-être vous expliquer quelque chose. Le premier jour, je fais cours avec monsieur Rigobert Mabundu. Je me suis dit, il faut que je sois comme ce monsieur. Non. Attendez. J'ai pas dit dans sa façon de faire. Hein. Non. Il nous a fait le cours de l'histoire de la pensée économique sans support. Et il nous parlait des physiocrates. Est-ce qu'il y a des économistes dans la salle? Les physiocrates, c'est un courant de pensée économique. Et lorsqu'on parle des richesses, comment est-ce que on peut penser la richesse d'un pays? Pour les physiocrates, eux, c'est la loi de la nature. Ils parlent de gouvernement de la nature. C'est-à-dire, pour eux, c'est l'agriculture. Ah, vous comprenez? Pour les physiocrates, si nous voulons développer le pays, ce qui peut permettre d'avoir de la richesse, c'est la terre. Parce que il n'y a que la terre à qui on peut donner une graine, quelques mois après, elle t'en donne beaucoup. Je sais qu'il va écouter, il va se rendre compte qu'il n'a pas oublié, je sais qu'il est intelligent. Quelqu'un qui maîtrise parfaitement cette courant de pensée économique, les physiocrates. Et il était ministre de l'Agriculture. Non mais, est-ce que vous arrivez à comprendre la violence? Quelqu'un qui a la maîtrise, ce n'est pas on prend quelqu'un qui ne connaît absolument rien en agriculture, on le met là et puis bon, il doit tâtonner. Non, lui il enseigne ça. Il enseigne ça sans support, c'est-à-dire dans sa tête. Et on lui donne le département, il a échoué. Alors comment? Il a échoué. Non, on est tous d'accord, il a échoué. Sous la gestion du ministère de l'Agriculture, sous la gestion de Mabundu, monsieur Mabundu, c'est pas que on avait des ananas partout, on avait le manioc partout, on avait les fruits partout. Non. On n'a pas eu tout ça. Le fonds de soutien, on sait très bien ce qui s'est passé dans ce pays.
Mais bizarrement, celui qui a échoué est là, pendant qu'on est en train de dire aux jeunes, c'est votre année. Ils n'ont même pas vu un jeune du PCT qui était capable d'entrer au gouvernement. Ils n'ont pas vu. C'est pour cela que je veux aussi parler aux jeunes du PCT. Vous qui êtes là-bas, on ne vous écoute pas. Quand on parle des jeunes, ça devrait être d'abord vous. Mais on va chercher quelqu'un qui a échoué pour le ramener au gouvernement. Est-ce que ce n'est pas un message qu'on lance à toute la jeunesse pour dire non, nous, c'est entre nous. On perd pas, on est ensemble. On ne laisse pas les autres dehors. C'est-à-dire que quand tu es dans un gouvernement sous le règne du président Sassou, si tu pars, tout le monde connaît cette formule. Il faut simplement rester calme. Tu fais rien, tu vas revenir. Il se comporte comme un docteur qui a soigné quelqu'un, il dit va. Et puis on va faire le contrôle après. Quand on voit qu'il est tranquille, il revient. Mais qu'est-ce qu'ils vont produire? Qu'est-ce qu'ils vont produire? Comment on peut refaire avec les mêmes si on veut le changement? Non, mais sincèrement, même dans les petites entreprises, les équipes, on les change. Si on est dans cette démarche de perfection, on veut de la perfection, on veut le changement, on change ceux qui ne travaillent pas bien. Mais nous avons un pays avec un président qui garde les mêmes équipes, les mêmes en train de continuer. Et à chaque fois qu'il y a des scandales, personne n'est inquiété. Ça, je n'arrive pas à comprendre ça. Mais le peuple qui regarde ça vit ça sous une forme de violence. On va aller très rapidement sur... je vais parler de l'économie, simplement. Il faut que je trouve encore des choses qui concernent ce qu'il a dit. Bon, le président, je crois que depuis... je vais regarder ça rapidement. Voilà. Je vais laisser le chemin de l'avenir tranquille, parce que là-bas aussi, on a beaucoup de choses à dire, mais le temps, on n'en a pas assez. Je vais prendre son projet ensemble poursuivant la marche. Je crois que il y a un message que nous n'avons pas compris dans Ensemble poursuivant la marche. Je crois que la marche, là, on ne parle pas de la marche que tout le monde peut imaginer. Parce que ceux qui sont en train de poursuivre la marche, ce sont les mêmes. Nous, on veut arrêter. Non, nous, on veut arrêter de marcher. On ne peut pas marcher comme ça. Non. Il n'y a pas de direction. On ne sait pas où on va. Et donc, on ne peut pas marcher comme ça. Prenez votre fils, même dans la Bible, quand Abraham a pris Isaac, il l'emmène quelque part. Dans l'histoire, Isaac lui pose la question, mais on va où? C'est son père. Donc son père ne peut pas lui faire du mal, mais il lui pose la question, on va où? Ah non, on va quelque part et tout ça, mais je ne vois pas ce qu'on doit avoir pour aller là-bas. Isaac, je crois que, je ne l'ai pas vu, mais dans la compréhension du texte, il s'inquiétait. Il s'inquiétait. Bon, ça c'est une histoire entre père et fils. Bon, entre un président et le peuple. Moi, j'ai envie de poser la question au président, on va où? Nous allons où? On marche, poursuivons la marche. On va poursuivre ça pour aller où?
Non. Si, dans l'histoire de poursuivons la marche, on devait aller quelque part. Et que là où on doit aller, ça sera la bonne vie. D'accord, ça peut prendre le temps. On peut aller. Sauf que cette marche-là, lui-même, le président a commencé il y a longtemps. Parce qu'il faut rappeler, le président il est arrivé par un coup d'État. Une violence encore. Donc, ça commence toujours par la violence. Parce que le coup d'État, c'est une brutalité. C'est illégal. Il est arrivé en 79, le 5 février. C'est pour cela que, moi je pense que même le 5 février, on ne devrait pas célébrer ça. Rien que pour la décence qu'on peut avoir. On ne devrait pas célébrer ça, mais je vois déjà... bon, c'est compliqué de comprendre des gens qui sont là. Non, mais même les histoires de patriarche, tout ça, il faut laisser. On ne peut pas vider comme ça là des mots sensés de leur subsistance. C'est pas possible. Donc, si on doit marcher, lui, il a commencé à marcher depuis longtemps. Il nous a fait des promesses depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, marchant. À un moment donné de l'histoire de notre pays, il nous a dit, oh non, on marche. On va arriver quelque part, ça va s'appeler l'émergence. En 2025. Marchant, on va arriver. Je ne sais pas si vous avez vu un seul soutien du président venir dire que nous sommes émergents. Non. Non. Mais pendant qu'il était en train de dire ça, marchons, on va aller vers l'émergence. Le Rwanda, par exemple, était en guerre. Et le Rwanda, aujourd'hui, devient un partenaire du Congo qui doit donner de l'argent au Congo, qui doit acheter des terres ici au Congo. Parce que le Rwanda est avancé. Nous, on n'est pas avancé. Comment les autres avancent, nous, on n'avance pas. On est toujours dans le mensonge. Vous savez que le mensonge, quand il est trop répété, il devient violent. Il devient très violent. Personne ne peut faire confiance à quelqu'un qui ment tout le temps. C'est pour cela que le président ne peut pas être étonné de son impopularité aujourd'hui. Moi, il m'arrive, je peux prendre mes collaborateurs, on peut aller dans un Nganda, je mets ma casquette, on discute, on écoute les Congolais. Je peux poser des questions. J'entends. J'étais dans un bus à Talangaï la nuit, il y a 2 jours, parce que je voulais simplement écouter, avant de faire ça, simplement écouter. J'ai mis ma casquette, j'étais avec 2 personnes, mais j'ai entendu des choses que les Congolais disent. Quand je vous ai dit, dans les arrêts de bus, le président de la République est critiqué. Ce n'est pas faux. Comme on dit, si je mens, Dieu me punit. Lui-même, il peut aller. Non, non. Il peut abandonner les fêtes, qu'il laisse d'abord les fêtes à côté. Qu'il fasse un tour dans les arrêts de bus, déguisé. Il va entendre ce qu'on ne lui dit pas. Il va comprendre son bilan, il va comprendre l'importance de ce message. Comment dans un pays, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, vous rajoutez encore un problème de carburant. Et personne vient nous expliquer, comme si on était dans une brousse où quand tu es perdu, tu cherches le chemin toi-même. Il n'y a personne qui peut nous aiguiller pour dire non, ici il y a tel problème, voilà comment ça va se passer et ça va se régler. Non, mais les chauffeurs de taxi-bus,
Ils n'ont pas d'autres moyens, eux. Le carburant chez eux, c'est l'argent. C'est pas seulement du liquide. Ils ne payent pas leur maison. Et on peut imaginer que la majorité des taximens ou des chauffeurs de bus sont des locataires. Vous pouvez imaginer la violence qu'ils vivent lorsque le propriétaire, le logeur vient lui demander de l'argent. Il va dire au logeur, non, j'ai pas eu de carburant. Le logeur va dire, et t'as l'ingaïté? Mais comment on peut vivre comme ça? Même le carburant, on n'achète pas. Enfin, on achète quand on a des problèmes. Mais nous, on produit le carburant dans notre pays. Maintenant, vous pouvez imaginer, si le Congo n'avait pas le pétrole, comment on allait faire? D'autres pays vivent avec des taxes, des impôts, parce qu'ils n'ont pas la richesse que nous avons. Mais nous avons cette richesse. Non? Ça doit servir à un clan. Les autres doivent souffrir. Mais le Congo appartient aux Congolais. Il faut qu'on arrive à ce changement pour que les Congolais vivent dignement chez eux. Je vous ai parlé de l'eau et de l'électricité. Vous allez voir, à chaque mandat, il nous crée des programmes de développement, des PND. Il y a 2012, 2018, 2022, 2026. Le premier, je crois que c'était 13 000 milliards. 13 000 milliards qu'on doit investir pour changer les choses. Et là, il le dit pour l'eau et l'électricité. Il dit bien, l'eau